Avis spectateurs, alors aujourd'hui je suis d'excellente humeur parce que ça fait très longtemps qu'on avait vraiment envie de faire cette vidéo, le problème c'est qu'elle a un peu pris sa vie dû aux nombreuses recherches que j'ai dû faire pour pouvoir la sortir. Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule, c'est moi qui les ai fait les recherches. Oui mais on est d'accord, c'est vrai, j'ai un petit peu passé tout mon temps à penser Cyberpunk 2077 ainsi que The Last of Us partie 2, mais bon, ça on s'en branle hein. Dites-moi, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un biopic? Le biopic est un film retraçant la vie d'une figure connue ou d'un artiste, le plus souvent légèrement romancé, parce que franchement personne n'a envie de revoir les moments chiants de sa vie ou les toilettes, et aussi faudrait éviter de montrer toutes les grosses conneries qu'il a pu faire. Parce que c'est moins chiant que d'écrire ses mémoires et que de toute façon, on va pas se mentir, personne les lit ces torchons. Mais bon, quand je vous dis que c'est romancé, c'est pas que pour ça. Le cinéma est l'art le plus grand public qui soit, et à l'heure actuelle, c'est la pop culture qu'il crée autour de lui qui va façonner une partie des croyances populaires d'une majorité de personnes. Je vais donc prendre l'exemple du film Sid et Nancy, sorti en 1986 et réalisé par Alex Cox, qui voyait déjà un tout jeune Gary Oldman jouer le bassiste agité des Sex Pistols, Sid Vicious, dans sa rencontre avec Nancy Spoogen, leur descente aux enfers et la mort de cette dernière. Si je parle de ce film, c'est qu'il prend le parti pris de mettre en scène la mort de Nancy, et pour le coup, c'est complètement inventé, puisque Sid est mort d'une overdose presque un an plus tard et qu'il n'a jamais clairement dit ce qui s'était vraiment passé. C'est donc un parti pris artistique de montrer une vérité, entre guillemets, fantasmée. Bien qu'il soit parfaitement possible que le film raconte ce qui soit vraiment arrivé, le simple fait d'avoir choisi cette explication plutôt qu'une autre n'étant rien la vérité, mais bien un choix narratif d'auteur qui raconte une histoire, et non un policier ou un journaliste relatant des faits. Résultat... Mais le truc c'est que ça peut très vite partir en cahuète quand la personne est morte, que le scénariste est un manque de drama, et que son entourage décide bien évidemment de régler ses comptes, et que ce joyeux petit monde est censé vous raconter l'histoire du film. Parce que je me suis personnellement retrouvé dans le cas de figure où mon propre père a quand même réussi à me sortir. Ah au fait, j'ai vu là, Bohemian machin chose là, le film sur le chanteur de Queen. Et alors, t'en as pensé quoi? Par contre, les révélations sur le chanteur, putain j'ai été déçu hein. T'as genre 2 ou 3 heures devant toi que je t'explique un ou deux petits trucs. Et comme ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'occasion de me faire un 1v1 Gare du Nord contre un film horrible, pour le coup, je sors les gants. Bienvenue dans AV Ciné, aujourd'hui, on défrise la moustache de Bohemian Rhapsody. Y a pas un petit problème avec tes gants? J'ai jamais dit que ce serait un match équitable. Queen est probablement l'un de mes groupes préférés, et sans forcément vous raconter ma vie, on a tellement poncé les CD avec ma mère qu'à l'heure actuelle ils sont parfaitement illisibles parce qu'on les a fait passer dans tous les manches-disques de la maison. J'aime tout chez ce groupe, leur énergie, leurs thèmes variés pouvant tout aussi bien parler d'une chanson d'amour sur les chats du chanteur que des chansons engagées. La production musicale est toujours dingue et très inspirée, mélangeant souvent opéra et rock'n'roll. Comme Mozart, l'opéra rock. Ta gueule. Mais surtout, c'était des monstres sur scène. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous connaissez ce son? Je vous conseille de très vite vous y habituer parce que ce son va rajouter un point à mon compteur de conneries qui ne sera là que pour vous expliquer à quel point ce film n'est qu'un tissu de mensonges. Bref, dans l'idée, qui c'est quoi Queen? Fin des années 60, le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor sont dans un groupe de rock appelé Smile avec Tim Staffel à la basse et au chant. Farrokh Bulsara, jeune musicien, déjà dans un autre groupe, et le pote de fac de Staffel ainsi que le coloc et collègue de travail de Taylor. Et quand Staffel quitte Smile en 70, Bulsara change de nom pour celui de Freddie Mercury, reprend le groupe et après en avoir changé le nom et mis un an à trouver le bassiste John Deacon, nous sommes en 1971 et Queen vient de voir le jour. Pour la petite histoire, il faut savoir que Queen veut dire reine, mais c'est aussi un argot en anglais pour dire homosexuel. No shit. Après ça, il faudra attendre 1974 pour voir enfin décoller ce qui est probablement l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire. Maintenant que cette mise en bouche est terminée, parlons du film. Sorti en 2018 et réalisé par Bryan Singer, Et ça commence déjà super bien. Bohemian Rhapsody raconte donc l'histoire du chanteur zanzibarite Freddie Mercury, ou celui du groupe Queen, à vous de choisir, de leur début jusqu'au concert Livehead de 1985, en passant sur leurs déboires et les épreuves qu'ils ont pu traverser. Eh oui, je sais que c'est très court comme résumé, mais malheureusement c'est littéralement tout ce que le film a à vendre. Le film s'ouvre donc sur Freddie Mercury joué par Rami Malek, qui est le pire choix de casting du monde, mais bon, le succès de Mr. Robot que j'ai personnellement toujours pas compris, et le côté bankable de l'acteur était tellement important, ce qui donne donc le choix de casting le plus pété du film. Et rien que là je pourrais dire stop. Non, parce que pour le reste du casting, ça passe, ils ont pris des acteurs qui ressemblaient vraiment aux originaux. Le problème, c'est qu'avec Rami Malek, je vois pas Freddie Mercury, je vois Rami Malek avec sa tête de lémurien mort à qui on a foutu des dents de cheval dessus. Sérieusement, regardez par vous-même, je suis vraiment le seul à pas voir de différence? Freddie Mercury donc, qui se prépare et décolle pour le concert Livehead de 85, l'un des plus gros événements caritatifs de l'époque sur la chanson Somebody to Love, avant de revenir en 1970 au moment où Freddie n'est encore que bagagiste. Ceci est donc un flash-forward. Si le flashback est là pour vous montrer des événements passés, le flash-forward est là pour vous montrer des événements futurs. Et ne vous en faites pas, j'aurai l'occasion de bien taper dessus après. On le voit ensuite aller à un concert du groupe Smile, composé donc de Roger Taylor, joué par Ben Hardy, et Brian May, joué par Gwilym Lee, et qui, par un heureux jeu du hasard, se séparent le soir même de leur chanteur. En
discutant avec le groupe qui le vanne sur ses dents, ce qui est probablement l'une des seules choses vraies du film, Mercury étant extrêmement complexé par ses dents, il les impressionne par sa voix et rejoint le groupe. Et le côté étudiant fauché, on oublie aussi, ça ne sera jamais mentionné dans le film. À cette soirée, il y rencontrera aussi Mary Austin, jouée par Lucy Boyton, qui l'aidera à développer son personnage. Et on va le dire clairement, explorer son côté féminin. Avant d'enchaîner sur leur premier concert avec le bassiste John Deacon, joué par Joe Mazzello, qui se passe plutôt bien, mais montre déjà que Freddy n'en fait qu'à sa tête. Et le truc qui m'embête là-dedans, c'est qu'il n'y a pas eu le carton pour nous signifier un changement de date ou un changement de lieu, ce qui fait que techniquement pour le film, nous sommes toujours en 1970, alors que si vous avez écouté un peu plus haut, le bassiste de John Deacon n'a rejoint Queen qu'en 1971. Donc, encore une fois... Un an plus tard, le groupe se lance dans un album, commençant à expérimenter sur la musique Seven Seas of Rhyme, version de cette chanson qui n'est sortie qu'en 1974. Ils se font très vite repérer par un producteur, et alors que la relation Freddy et Mary se développe, on commence à comprendre que Freddy cherche à être provocateur en changeant le nom du groupe en Queen. Pendant un dîner familial qui est genre gênant sur 20, le producteur de Demi Records les invite pour voir s'il y a moyen de leur servir de manager. Pendant l'entrevue, ils y font la rencontre de Paul Prenter, joué par Alan Leach, qui sera ultra important pour la suite, ainsi que John Reed, joué par Aidan Gillen ou Littlefinger pour les intimes. Comme le groupe montre qu'il en veut, on leur trouve une place à la BBC, le TF1 anglais, qui leur impose donc une prestation en playback sur la chanson Killer Queen, suivi d'un bond dans le temps en speed screen. Alors que Freddy demande Mary en mariage, ils doivent partir pour une tournée américaine, et alors que tout roule pour eux, leur producteur Ray Foster, joué pour la blague par Mike Myers, leur explique que c'est le moment de faire un autre disque. Bon, les petits gars, c'est le moment de se la jouer Maître Gims en faisant rentrer un max de pognon. Mais on est dans les années 70, on n'a pas encore le truc de faire des gros placements de produits de bâtards dans nos clips. Ah merde. Bon, sortir un disque, c'est la seule solution, alors. Le groupe se retrouve donc dans une ferme paumée pour taffer sur Night of the Opera. Freddy commence à se rapprocher de Paul, alors qu'il trouve enfin la chanson qui va faire toute la différence, Bohemian Rhapsody. Une fois le disque terminé et chez Foster, celui-ci leur explique que la chanson est invendable parce que beaucoup trop longue, mais Freddy l'a fait écouter à un animateur radio, et encore une exactitude, le mec tombera tellement amoureux de la chanson qu'il la jouera 14 fois en 2 jours dans son émission, contribuant donc au succès de l'œuvre. Un petit peu ce qu'on fait depuis les années 2000 avec les branleurs sans talent, histoire de bien matraquer les auditeurs et de vendre un maximum de disques. Le groupe se sépare donc de Foster, qui maintient qu'aucun ado ne va jamais remuer la tête sur cette chanson dans leur voiture. En fait, c'est une référence au film Wayne's World. C'est à ce moment-là que vous étiez censé rire. Vous n'avez pas pigé la blague, c'est normal, personne ne l'a pigé. Donc moi je suis sympa et grand seigneur, Mais on va quand même pas se mentir, même en rajoutant ça, ça fait carrément pitié. Queen déchire tout et enchaîne les concerts, mais Freddy commence de plus en plus à tomber sous le charme de Paul avant de sauter le pas. Une fois chez lui, il explique à Mary qu'il pense être bisexuel, et ils se séparent, mais pour rester en bons termes. Enfin, si ami pour vous veut dire possession malsaine, mais après tout, qui suis-je pour juger ? 1980, Freddy embrasse son nouveau style très cuir moustache. Et comme il n'a pas trop la pêche, histoire de se remonter le moral, Freddy se tape une fête de malade sur la chanson Crazy Little Thing Called Love. On commence à voir que son entourage l'abandonne lentement, alors que Paul prend de plus en plus de place dans sa vie. Et pour la petite histoire, il faut savoir qu'en 1985, Freddie Mercury a fait une fête dantesque pour son anniversaire en Allemagne, qui, pour la légende, aurait d'ailleurs duré 3 semaines entières. Et au lieu de nous montrer un truc aussi barjot que ça, on a le droit à ça. On retrouve le groupe en studio, on se tape la création de We Will Rock You. Il y a un concert et Mary félicite Freddy avant de lui mettre une droite métaphorique en lui disant qu'elle est en couple, Freddy est désarçonné. Paul fait ses petites manigances et manipule Freddy pour écarter Reed, qui sera remplacé par Jim Miami Beach, joué par Tom Hollander. Reed le prend plutôt bien. Reconcert, Another One Bite the Dust, 1982, conférence de presse où la sexualité de Freddy enflamme les débats au détriment de l'album, clip I Want to Break Free, et on arrive enfin au pivot dramatique du film qui n'a jamais aussi bien porté son nom puisque toute cette scène n'est qu'un foutage de gueule dramatique. Freddy annonce qu'il fait une pause en signant chez un autre label pour 4 millions de dollars. Le groupe pousse la gueulance, mais Freddy les envoie chez une brique et Taylor termine la scène, il me termine par la même occasion avec cette phrase. Tu viens de tuer Queen. Ok, alors là on va se prendre 30 secondes de pause parce que je vous avoue j'en ai déjà plein le cul. Comment vous dire ? Pour moi, il y a que 2 solutions. Soit le babouin consanguin qui a écrit ce film n'a aucune idée de ce qui s'est passé dans l'histoire de Queen, ce qui est quand même très con quand tu fais un film sur Queen. Soit le gars détestait Freddie Mercury. Ce qui est encore plus con quand tu fais un biopic sur Freddie Mercury. Qu'on soit clair entre nous, je me retiens de toutes mes forces de défoncer ce film façon seigneur de guerre africain parce que le résumé est pas terminé. Donc pour l'instant, je vais juste me contenter de ça. Paul manipule Freddy pour le couper de ses potes et lui cacher le concert Livehead. J'aime pas trop les voleurs et les fils de... Jusqu'au moment où Mary se pointe chez lui pour lui dire qu'elle est enceinte, ce que Freddy prend alors super bien. Comment tu as pu... Mais surtout qu'il faudrait mieux qu'il se recentre sur ses vrais amis comme Roger, John et Brian. Alors celle-là, elle est bonne. Et que Paul est un connard qui le manipule. Sans déconner. Freddy finit donc par se ressaisir en envoyant chier Paul, mais celui-ci se venge en révélant au monde des photos compromettantes.
On fait péter Under Pressure, Freddy appelle Miami pour le concert Livehead, se fait passer un savon par ses potes dans une scène dégoulinante de conneries où le groupe accepte de reprendre l'aventure et de participer à Livehead à la condition que tout le monde touche une part égale des bénéfices des chansons. Encore un mensonge donc, transition Who Wants to Live Forever et dépistage. Freddy avoue au groupe sa séropositivité dans un discours qui est probablement la plus grosse perte de temps de l'histoire de cinéma. Le concert arrive à grands pas et Freddy renoue avec sa famille ainsi qu'avec un amour de jeunesse et le concert commence. Bohemian Rhapsody, la foule en délire, copier-coller total d'un live trouvable sur YouTube. Pour terminer sur des panneaux de texte expliquant ce qui s'est passé après Livehead, mais si le film avait fait preuve d'un peu plus de rigueur sur la vérité historique, j'aurais peut-être un peu moins envie de douter de tout ce qu'il me raconte. Ce film, sans surprise, est une grosse merde, et c'est là que notre compteur de conneries va nous servir puisqu'il va me permettre de démonter un par un tous les mensonges que le film me raconte, tout en vous expliquant pourquoi, à mon sens, ces choix artistiques ont été faits. Et si vous avez écouté pendant l'intro, vous savez qu'au moins les 15 premières minutes du film sont complètement pétées, vu que tout le groupe se connaissait déjà, puisque tous ces étudiants, et même Mary connaissait Queen, puisque elle et Brian May sortaient ensemble avant Freddy. Niveau problème de date, alors là c'est festival. Entre celles de Beacon, dont j'ai déjà parlé avant, il y a une bonne partie des chansons qui sont purement et simplement anachroniques. Mais pas seulement ça. Le choix de Rami Malek comme acteur principal pose aussi un gros problème de raccord, parce que, quand même, pas faire gaffe au fait que votre personnage principal est censé avoir les yeux marrons, et pas être foutu de lui mettre des putains de lentilles de contact, c'est quand même un comble quand on entend l'équipe de com se vanter d'avoir reproduit la tenue de Mercury à l'identique pour Livehead. Mais ça serait oublié que strictement rien n'est raccord dans ce film. We Will Rock You a été composé bien avant son passage dans le film et Freddy n'avait même pas encore sa moustache. Pour preuve, le putain de clip trouvable sur YouTube. En 85, c'est avec la prestation de David Bowie sur scène que le million a été atteint pour Livehead et non Queen. C'est vrai que leur performance est folle, mais c'était pas non plus la peine d'en rajouter. Le manager John Reed ne s'est jamais fait virer. Il s'est séparé du groupe en bon terme en 77, soit bien avant son soi-disant renvoi. Et la chanson Who Wants to Live Forever est sur l'album It's a Kind of Magic sorti en 86, soit un an après son passage dans le film, mais j'en reparlerai plus tard. Et là vous allez probablement me dire, mec, à moins d'être un gros fan hardcore, tout ça on s'en bat les steaks avec une photocopieuse, ce ne sont que des détails. Mais c'est oublier que le diable se cache dans les détails, et si les détails d'un film ne sont pas vrais, alors il est légitime de remettre en cause toutes les vérités que le film nous raconte. Mais si vous voulez du plus concret, vous en faites pas, je suis là pour ça, y a pas de souci. Je sens que ça va être violent. Vous vous souvenez de Ray Foster, le directeur de Amy, joué par Mike Myers ? Eh ben il n'existe pas. Je te demande pardon. Et oui, le personnage est une référence au producteur Roy Featherstone, qui pour la petite histoire était d'ailleurs un gros fan de Queen. L'idée c'était de faire une référence au film Wentworth, dans lequel on voyait déjà Mike Myers jouer la scène mythique de la bagnole, où ils bougent tous leur tête sur Bohemian Rhapsody. Donc, pour une référence complètement cramée, on va complètement occulter l'histoire de 1974 qui voyait Norman Sheffield, l'agent de Queen à l'époque, les escroquer et les mettre sur la paille. Pour la petite histoire, Freddie Mercury leur consacrera d'ailleurs une chanson. Je suis pas scénariste, qu'on soit clair, mais en règle générale, ce genre d'histoire te grille une péripétie gratos. Donc la question que je me pose, c'est à quel niveau d'incompétence il faut être pour saloper son boulot comme ça. Mais bon, heureusement ou malheureusement, à vous de choisir, il y a encore bien pire. On va enchaîner sur ce qui est le gros nœud des problèmes avec le cas Paul Prenter. Alors qu'on soit clair entre nous, oui, ce mec est un gros connard, mais pas pour les raisons que le film nous vend. À la base, le mec était bien l'assistant de vie de Freddy, et les autres membres du groupe, Taylor et May principalement, l'ont toujours détesté car il aurait eu une mauvaise influence sur lui. L'histoire des photos vendues à la presse à scandale est vraie, mais le mec a surtout servi d'alibi à Freddy pour sortir dans les bars et clubs gays. Et encore, je dis alibi, mais pour la légende, Freddy aurait déjà emmené Lady Di dans un club gay. Donc niveau discrétion, on est plus proche du pote de beuverie que du gars qui nettoie ton linge sale. La véritable raison pour laquelle Freddy a coupé les ponts avec lui n'a jamais été le fait qu'il lui aurait caché Livehead. C'est parce qu'après une soirée très arrosée, celui-ci aurait démoli la maison de Freddy. What a dick! Et c'est là qu'on arrive à cette fameuse scène qui cristallise absolument tout ce qui ne va pas dans le film. Le départ de Freddy en Allemagne pour son album solo. Au départ, ça partait plutôt bien. C'est bien John Deacon qui a composé I Want to Break Free et Taylor qui a eu l'idée du travestissement pour le clip, alors que c'est Freddy qui s'en est pris plein la tronche parce que c'était lui l'homo du groupe. Mais il n'en a jamais fait une jaunisse, même bien au contraire, il s'en battait royalement les couilles qu'on le traite de folle. La seule chose qui le blessait vraiment, c'était les commentaires sur ses dents. Alors oui, Queen était au sommet de son art et Freddy se demandait juste s'il pouvait réussir sans Queen, mais la réaction des autres, c'est du caviar pour moi. Non, parce que quelle hypocrisie de ta part, Roger Taylor, de conspuer Freddy alors que tu as toi-même sorti 2 albums solo en 81 et 84, et toi aussi Brian May, parce que je me souviens très bien de tes collaborations avec Eddie Van Halen, et aussi Robert E.O. Speedwagon en 83, soit bien avant Freddy. Donc, la réplique qui me fracasse le crâne comme un coup de pelle en pleine face. Tu viens de tuer
tuer Queen. Est complètement fausse vu que Queen n'a jamais pris de pause. Même le fait qu'ils n'auraient pas joué ensemble pendant 3 ans avant Live Aid est toujours un mensonge, puisqu'ils revenaient tout juste d'une tournée avant et ont même sorti un album pendant cette période. Et surtout, Freddie Mercury a contracté le VIH en 87, soit 2 ans après Live Aid. Alors tout le discours sur sa maladie, aussi joli soit-il, toutes les réactions des personnages, passaient du flanc. Et là, je pense que vous commencez à voir où je veux en venir avec toutes mes petites crottes de nez que j'ai balancées par-ci par-là à la face du groupe Queen. Le film ne te raconte pas l'histoire de Freddie Mercury, mais de comment il avait besoin du groupe Queen pour s'en sortir. Dans un article que j'ai lu pour mes recherches, je me suis retrouvé mortifié d'une déclaration qu'avait faite Sacha Baron Cohen, l'acteur pressenti pour jouer Freddie avant Rami Malek. Celui-ci expliquait qu'un membre du groupe lui aurait déclaré qu'au milieu du film, un truc génial devait arriver, la mort de Freddie. Bien évidemment, comme ces allégations ont été démenties, je ne voulais pas trop en parler dans ma vidéo, mais en analysant le film et au fur et à mesure de mes recherches, je me suis aperçu qu'il était plus que probable que cette version corrobore. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été zappés, déplacés et des choix narratifs ont visiblement été pris pour descendre le personnage et glorifier principalement Roger et May. Quite unbelievable things people wrote. So Roger and I went on television to just sort of set the record straight, really. Well, we do feel absolutely bound to stick up for him. Because he can't stick up for himself anymore, so. Et pour le coup, je pense qu'il s'agit de Brian May. Tout ceci ne sont que des suppositions, mais par rapport à mes recherches, je me suis servi aussi comme matériel pour cette vidéo d'un reportage que j'ai trouvé sur la BBC, Freddie Mercury, The Great Pretender. Le truc, c'est que dans le reportage, on y voit beaucoup d'interviews où Freddie Mercury explique qu'il se prend très souvent la tête avec Brian May en studio par rapport à la musique qu'ils étaient censés faire dans Queen. Et pour le coup, le film nous dépeint un Brian May comme étant un médiateur entre Freddie et Roger Taylor, qui passe pour le coup pour le petit nerveux du groupe. Je pense tout simplement que Brian May a essayé de s'attribuer le beau rôle, et à ce niveau-là, vous allez probablement me dire « Attends, c'est possible un truc pareil ?» Normalement, c'est le scénariste qui s'occupe des histoires qu'on va raconter dans le film. Mais le truc, c'est que Roger Taylor comme Brian May sont le producteur exécutif du film. C'est eux qui ont filé le pognon et les autorisations, tout simplement pour que la Fox puisse se servir de musique et tout simplement raconter l'histoire de Queen. Le truc, c'est que tu sois producteur exécutif, c'est-à-dire le plus bas de l'échelle de la production, ou producteur principal, tu as quand même un pouvoir de décision vu que c'est toi qui files le pognon. Et vu les déclarations de Sacha Baron Cohen, je ne peux m'empêcher de me dire que tout simplement tout corrobore dans cette direction. Pourquoi le film se stoppe à Live Aid? Parce que c'était le plus grand concert du groupe? Mon cul! De 85 à 91, soit la mort de Freddie, ça a été la période la plus prolifique pour lui et aussi pour le groupe. Pourquoi ne pas avoir parlé de It's a Kind of Magic, album dans lequel sont compilées les chansons faites pour le film Highlander de Russell Mulcahy, qui, sans mettre la nostalgie de côté parce qu'à un moment merde, est un putain de chef-d'œuvre et a permis à Queen d'atteindre un statut culte au fil du temps. Ou bien Barcelona, son album d'opéra qui a tout cartonné et qui lui a permis de jouer avec la regrettée Montserrat Caballé dont il était le plus grand fan et qui d'ailleurs nous a malheureusement quitté quelques jours avant la sortie du film. Alors si ça c'est pas un putain de signe... Pourquoi ne pas avoir montré sa relation avec David Bowie puisqu'il a déjà travaillé avec Queen? Ah non mais vous inquiétez pas, hein, il est dans le film, dans l'intro, visage caché pour moins d'1 minute, cette blague. Ou encore George Michael avec qui il était très ami et qui d'après certaines rumeurs devait reprendre la place de Freddie dans Queen. Non sérieux? Y a pas moyen? Alors juste montrer leur dernier album Innuendo où on trouve la chanson Show Must Go On qui est la dernière chanson qu'il enregistrera à cause de sa maladie. Et il faut savoir que au moment d'enregistrer cette chanson, Freddie Mercury était tellement malade et il avait perdu tellement de poids que quand il est arrivé en studio pour chanter, les autres membres du groupe pensaient qu'il allait s'effondrer sous le poids de ses propres fringues. Mais le mec a tenu bon et il a enregistré cette chanson d'une traite, tout seul, sans aide. Show Must Go On n'est pas la dernière chanson qu'a chanté Freddie Mercury, oh ça non. Show Must Go On, c'est le cri du cœur d'un homme qui met toute sa rage et son cœur dans sa passion, en nous expliquant tout simplement que c'est pas grave, la vie continue et il l'accepte. C'est donc tout naturellement qu'elle est disponible pendant le second générique. Oui, au moment où tout le monde s'est déjà barré de la salle. C'est pas formidable ça? Espèce de fils de pute! Alors, pourquoi passer sous silence toute cette période? Eh bien parce que ça aurait humanisé le personnage de Freddie Mercury. À la place, on se concentre bien sur sa période sexe, drogue et rock'n'roll, qui, pour rappel, est survenue quand Freddie avait la trentaine et qu'il découvrait sa sexualité. Le faisons donc passer pour un despote drama queen insatisfait de la vie, toxicomane qui a mérité son sort parce que, s'il avait mené une vie bien rangée comme cette chumbas, il aurait très certainement pas chopé le sida. C'est probablement pas ce que vous aviez envie d'expliquer, mais super le message les mecs. Et surtout, on insiste bien sur le fait que Freddie n'était rien sans les membres de Queen et qu'il est parti en couille au moment où il a laissé Paul entrer dans sa vie. Mais l'éloignement des autres membres dans le film viennent d'eux et pas de Freddie. Et c'est probablement ce qu'a voulu mettre en avant Bryan Singer, premier réalisateur du film, qui ne s'est jamais caché d'avoir voulu faire un film sur Freddie Mercury, son homosexualité, et sa maladie, thème qui lui parle profondément au vu de sa propre sexualité.
Mais le truc c'est qu'à force de se prendre la tête royalement avec Rami Malek et de ne jamais se pointer en tournage, vu que c'était devenu un calvaire pour lui, la Fox le fait virer pour le remplacer par Dexter Fletcher, un acteur habitué aux films de Guy Ritchie qui a donc fini le boulot. Tu m'étonnes qu'il n'y a rien qui va dans ce film. Mais d'un autre côté, c'est symptomatique des biopics qui sont toujours construits pour que le personnage touche le fond à un moment pour revenir plus flamboyant que jamais avec un ticket rédemption en poche. Mais le truc c'est que du drama, il y en a pas beaucoup eu dans Queen. Ou en tout cas, on ne montre pas les vraies histoires délirantes autour de Freddy et du groupe qui pour le coup valent vraiment le détour. Comme la fois lors d'une fête où il a fait manger à leur insu des Space Brownies à des policiers ou sa collaboration avec Michael Jackson sur l'album Thriller, qui se soldera ni plus ni moins que par Freddy se retirant du projet parce que Jackson venait en studio avec un lama. Et au final, le film a beau faire passer son héros pour un parfait connard qui doit prendre une leçon, ben Freddie Mercury c'était pas trop ça. Les médias lui ont donné cette image d'ogre intransigeant, principalement parce que Freddy les détestait cordialement et il en mettait plein la tronche pendant les interviews, alors qu'il était aussi timide qu'une petite souris dans le privé pour complètement se lâcher sur scène parce qu'il pouvait y aller à fond. Il mettait sa main devant sa bouche quand il riait, tellement il était complexé par ses dents, se prenait la tête avec les autres membres du groupe musicalement, mais bon, aucun groupe n'a le luxe de pouvoir dire que ça ne leur est jamais arrivé. Il a d'ailleurs insisté auprès d'eux pour avoir de moins en moins de parties au piano, préférant privilégier le chant parce qu'il était bien plus sûr de ses capacités. Et quand Mary, son ex-femme, lui a annoncé sa grossesse, il était fou de joie. En fait, il est loin de l'image de folasse possessive que le film dépeint de lui. C'était pas non plus un saint, c'est sûr, mais il était très loin du monstre dans l'ombre qu'on essaye de nous faire avaler. Malheureusement, c'est probablement un moyen pour les vivants de remettre les pendules à l'heure avec un mort, parce qu'il a toujours été la tête d'affiche. We got more publicity from him growing a moustache than he would have done if he'd committed suicide. Enfin, je pense surtout à Brian May et Roger Taylor, John Deacon ayant toujours été le plus discret mais aussi le membre le plus productif et créatif de Queen avec Freddie. Dans le film, on l'entend pas beaucoup, et comme il n'a semble-t-il pas participé à la réalisation du film, j'ai pas trop de raison de taper dessus. Résultat, si toutes les personnes qui ont fait ce film avaient ouvert l'urne funéraire de ce pauvre mec pour pisser dedans, ça aurait été probablement plus respectueux que les 2h14 de merde embarquées ce film. Et le plus emmerdant dans tout ça, c'est que tout ce que je viens de dire, vous pouvez tout aussi bien le prendre et le jeter à la poubelle. Ben oui, c'est logique. Nous on a fait des recherches pour cette vidéo, mais les spectateurs lambda que vous êtes, ben non. Et si le film faisait son travail, vous n'auriez pas à le faire, mais comme sur cette chaîne nous ne traitons que des films, qu'ils soient véridiques ou non, cela ne rentre finalement pas en ligne de compte. Je vais donc devoir l'analyser de manière objective en mettant de côté tous les mensonges qu'il nous raconte. Donc en substance, ça donne quoi Bohemian Rhapsody? Et là on va vraiment se marrer. Eh ben, c'est franchement pas la montagne du fun ce truc. Il y a grosso merdo 2 ou 3 idées visuellement bonnes, comme ce moment où l'on passe Bohemian Rhapsody pour la première fois sur les ondes et qu'on voit les membres du groupe comme dans le clip. Certains des dialogues sont plutôt bons, mais c'est le minimum qu'on attend de la part de British aussi sophistiqués, et pour le reste, bah putain c'est un néant abyssal. L'intro en flash forward est franchement pas une bonne idée, et j'en parle en général, pas seulement pour ce film. Comment tu crées de la tension sur des personnages alors que tu sais qu'ils vont s'en sortir? Ça marche dans une série comme Lost, avec sa narration volontairement décousue, mais dans un film de 2 heures, bien linéaire, bah ça marche pas. Le film s'articule en 3 temps, et se reproduit jusqu'à écœurement pendant 2 heures. En gros, c'est compo d'une musique, concert, engueulade, compo, concert, engueulade, etc. Et entre les moments sérieux, où on essaie d'explorer les dilemmes intérieurs du personnage, oh oui, ça y est, mon indice c'est complet maintenant. on a des moments dignes d'une sitcom. Et franchement, ben j'aime bien ces petits moments. Pour être franc, je pense qu'en avoir plus aurait déjà pu aider à faire croire à un semblant de cohésion au sein du groupe. Mais le film ne sait pas ce qu'il veut être à cause de ces deux réals, leurs visions différentes, ainsi que celle des producteurs et des membres de Queen. Ce qui fait que finalement, rien n'est mené à terme et on a un film bordélique à souhait. Alors qu'on se comprenne bien, le film il a un début et une fin, là-dessus il y a pas de souci. Le truc c'est qu'au milieu de ce joyeux bordel, il faut quand même rappeler qu'on va parler de Freddie Mercury, de son histoire, de la découverte de sa sexualité, de ses dilemmes intérieurs, de ses relations toxiques, de son entourage. Faut le glorifier au passage parce que sinon c'est pas marrant, de sa famille, de son amour de jeunesse, et au passage vite fait de sa maladie, le tout en revenant aussi sur la création des concerts, des musiques et des albums. Tu m'étonnes qu'il n'y a rien là-dedans, qu'il n'y a pas une seule once de construction originale, parce qu'avec tout le bordel qu'ils avaient à raconter, ils ont juste tassé tout ça pour le faire tenir sur un résultat indigeste de 2h40. Mais ce qui me fait bien marrer, c'est qu'il n'y a aucune autre bonne idée au niveau des musiques et de leur mise en image. Il y avait le moment split screen, mais c'est plus pour imiter l'aspect d'époque que de vraiment faire montrer l'impact du groupe sur le public. Sérieux, t'as 3 poufs qui dansent dans le vide, pourquoi pas augmenter le nombre de fans au fur et à mesure pour faire montrer que le groupe gagne en popularité. Les compos des musiques, ben restent des compos, donc rien à dire, mais niveau concert, putain c'est quoi cette mise en scène du tiers-monde? Parce que le film passe tout son temps à nous la sortir cette connerie-là. Regardez
regardez Freddy, oh là là, jamais vu un mec qui arrive à soulever les foules comme lui, il est comme connecté aux gens, regardez-le, il est extraordinaire. Mais plutôt que de nous le dire, tu pouvais pas nous le montrer, film de merde? Y a que le moment Live Aid qui est vraiment stylé, mais pour rappel, c'est un putain de copier-coller d'un live trouvable sur YouTube. Si les autres concerts nous avaient montré des plans ou des idées intéressantes sur Freddy, qui ne fait qu'un avec le public comme un gourou de secte, Live Aid aurait été le clou du spectacle. Mais tous les autres concerts se résument à 3 clampins et un lémurien ou dans le cheval sur une scène aux 4 coins du monde, rien de plus. Et s'il y avait pas le public pour brailler en fond, j'aurais l'impression de me retrouver face à un groupe d'amateurs à la kermesse de mon village. Et l'ironie cinglante de la blague, c'est que la plupart des réalisateurs ont commencé en tant que réalisateurs de publicité, mais aussi de clips musicaux. Donc dans l'idée, mettre en image de la musique, c'est un petit peu le b.a.-ba du métier de réalisateur. Sauf que là, j'ai la vague impression de me retrouver face à un maçon qui arrive quand même à me sortir qu'il est pas foutu de savoir faire du béton. Sans déconner, certains des clips de Queen étaient parmi ceux des plus inventifs de leur époque. On parle bien du même groupe là? Celui où le chanteur pouvait taper des vocalises sur les épaules de Superman ou Dark Vador en concert? Alors au niveau des acteurs, Rami Malek est mauvais mais à un tel point où ça frôle l'indécence. J'ai toujours pas compris s'il était sous médoc ou s'il avait un orgasme quand il écrivait, et heureusement Sébastien Dejour rattrape le coup en VF parce qu'en VO putain c'est une catastrophe. La prothèse massacre complètement sa diction à tel point qu'on dirait qu'il a un mort de cheval dans la bouche et sa voix ne correspond pas une seule seconde à Mercury. Quant au reste du casting, ça passe, et comme ils ont choisi des acteurs qui ressemblaient vraiment aux originaux, j'ai pas grand chose à dire dessus. Terminons donc avec le résultat des scores de ce vide créatif. Iggy, veux-tu bien me faire le plaisir, s'il te plaît? Alors, le film a coûté 52 millions pour un box-office de presque 904 millions de recettes, 4 Oscars, 2 Golden Globes, 2 BAFTA et 9 autres prix, soit un total de 17 récompenses. Aurais-tu un commentaire à faire avec ça? Je déteste voir les porcs se rouler dans leurs excréments. Comme je te comprends. Et donc, si on met de côté toutes les inexactitudes du film, eh ben c'est franchement nul et il y a des centaines de milliers d'autres biopics qui méritent bien mieux votre attention. Et alors à ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'on s'est emmerdé à faire une vidéo sur celui-là en particulier, alors qu'on aurait bien pu parler de ces centaines de milliers d'autres bons films qui ne nous auraient pas obligés à visionner cette abomination? Parce que Bohemian Rhapsody est le meilleur exemple du pouvoir des images. Non, parce que le sketch que j'ai fait au début m'est vraiment arrivé, et c'est dans ce genre de moment qu'on prend conscience de comment le cinéma peut influencer notre vision sur le monde. On passe notre vie devant des images, même toi là, t'es sur ton tel, ou devant ta télé, ou ton PC au moment où je te parle. Et c'est pas étonnant qu'à l'heure actuelle, on arrive à faire des soi-disant documentaires faits uniquement pour faire flipper les gens et capitaliser sur cette peur pour faire du pognon. Bien sûr que non, on peut pas prouver qu'il n'y avait pas d'aliens au premier Thanksgiving. Et puis c'est pareil, si je vous dis que les pèlerins étaient eux-mêmes des aliens, vous pouvez pas le prouver. Tenez, faites le symbole d'une dinde avec les doigts de votre main. Peut-être que ce symbole reliera des galaxies dans l'espace ou un truc comme ça. Ouh. Mais ce genre de truc se fait depuis des années. De la fausse guerre des mondes à la radio de 1938, à l'un des plus connus, le faux reportage sur l'alunissage de William Carell, Opération Lune, sorti en 2002, à la télé, qui a lancé une connerie quand même grosse comme le monde, comme quoi le voyage sur la Lune de 1969 est un fake complet réalisé par Stanley Kubrick pour niquer les cocos d'ex-URSS. Alors que le documentaire dénonçait justement ce genre de pratiques frauduleuses, il est maintenant pris en exemple par tous les théoriciens du complot et autres malades qui s'ennuient. Coucou Hold Up. Ce genre de truc fonctionne uniquement parce qu'on enrobe un mensonge de vérité pour le rendre crédible, ce qui est la base du cinéma. C'est comme ça qu'on fait passer les plus gros mensonges. On les enrobe de vérité pour les rendre crédibles. Parce qu'une image vaut 1000 mots, un matraquage intensif d'idées peut venir à bout du plus combatif des esprits critiques. Surtout si on n'y connaît rien au sujet, on finit par croire que la Terre est plate et que Stephen King nous a tous mis sous un dôme de verre. Et de l'aveu d'une spécialiste, eh ben c'est pas non plus un de ses meilleurs bouquins, on va pas se mentir. Rappelez-vous toujours que le cinéma n'est pas là pour vous relater les faits, mais pour vous raconter des histoires. 300 de Zack Snyder a autant de vérités historiques sur la Grèce antique que Yu-Gi-Oh en avait sur l'Égypte. Parce que c'est bien connu que les Égyptiens se mettaient royalement sur la gueule à grands coups de magicien et ténèbres avant de s'envoyer dans le royaume des ombres. Et je le dis et je le répète, mais le but de cette chaîne n'est pas et ne sera jamais de vous donner un son de cloche en vous disant que c'est la vérité absolue, mais juste de vous donner le mien, d'écouter le vôtre et de voir ce que ça donne quand les gens se font leur propre avis. Et comme toujours, j'attends ça avec impatience en commentaire. Cette vidéo est à présent terminée, je remercie encore une fois le duo comique d'avoir participé à la vidéo, allez vous abonner à leur chaîne, pas comme d'hab, vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche, et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, en ce moment je commence à être un peu plus actif dessus sous les conseils d'un ami. Tu devrais être plus présent sur les réseaux sociaux, c'est bon pour ton image. Je sais pas si c'est que moi, mais j'ai la vague impression que ce type a vraiment une gueule de salaud. Enfin bref, c'était Simon Belmont qui vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.